Bonjour à tous. Alors on va débuter par la première table ronde. Alors la table est pas ronde sur la santé. Je ne sais pas, Etienne, si tu as la présentation. On a beaucoup entendu parler, évidemment, de ce secteur, des problématiques à l'occasion de la crise Covid. Pour la chaire Technology for Change, c'est un secteur qui est très intéressant parce qu'il y a évidemment énormément d'opportunités pour développer des technologies. Et vous avez entendu Technology for Change, donc technologie aussi au service de la société. Et évidemment, la santé est un lieu où l'impact est assez direct et très important. Alors pour cette table ronde, nous avons deux intervenants. Je vais les présenter rapidement, puis ils prendront la parole avec des visions, vous verrez, complémentaires sur ce thème. Et ensuite, on aura un temps de questions-réponses. Alors, nous accueillons Claire Biot. Claire, vous êtes Vice President de Dassault Systèmes, donc la partie industrie de santé. Vous êtes diplômée de l'École Polytechnique et du Corps des Mines et vous avez réalisé un doctorat en j'ai du mal, en biologie. Voilà, merci, à l'Institut Pasteur. Et puis précédemment, vous avez travaillé au ministère de la Santé en tant que chef produit de santé, puis à l'AP-HP au sein de l'agence pour le développement des équipements et des produits de santé. Et nous accueillons également Étienne qui est ancien interne des hôpitaux de Paris, diplômé de l'ESSEC qui est actuellement directeur de recherche au CNRS et enseignant à l'École Polytechnique. Et Étienne, vous travaillez depuis de nombreuses années ces questions d'organisation de santé, avec en particulier cette volonté de développer des organisations qui permettent de gérer la singularité à grande échelle, donc de prendre soin de chaque patient, mais dans une logique plus large. Parmi les articles de recherche, beaucoup d'articles de recherche, mais également 2 ouvrages récents, dont un, Le patient et le système. Alors, on pourrait parler d'énormément de sujets sur ce thème. On a choisi d'adopter un centrage plus sur le patient, sur l'expérience du patient. Et Étienne va commencer par nous donner un peu un panorama de ces enjeux de l'utilisation de la technologie dans le secteur de la santé. Quelques défis. Merci. Merci beaucoup Vincent et bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Le titre, ça ne marche pas. Sur le micro, merci. Donc je disais juste bonjour. Donc le titre de la présentation sur le thème de la santé, qui à mon avis, effectivement, je trouve que c'est très judicieux de commencer sur la santé parce que c'est un secteur où actuellement le boom technologique est extraordinaire. Et donc une des grandes questions, c'est pas tellement d'essayer d'être exhaustif, je pense, sur tous les sujets, mais c'est d'essayer de voir, c'est ça l'expression que j'essaie d'employer, distinguer la lame de fond de l'écume. C'est-à-dire qu'est-ce qui va être réellement une transformation. Alors quand on s'engage dans les démarches prospectives, c'est toujours dangereux. Le passé des analyses du futur est souvent cruel pour ses auteurs. Donc je m'efforcerai plutôt de vous faire un balayage des questions et des enjeux qui se posent autour de ce sujet, en soulignant d'emblée que c'est absolument impossible de résumer toutes les technologies qui peuvent actuellement être évoquées au nom de l'innovation en santé. Dans cette slide, vous voyez tous les thèmes, ça va de la 3D au blockchain, l'IA, la télémédecine, le digital, le jumeau numérique, et je suis sûr que la présentation de Claire nous apportera beaucoup d'éléments sur les potentiels de cette technologie. Autre point, il est certain que la crise Covid que nous avons tous connu ces 2 dernières années a été un accélérateur très important de ces technologies. Vous voyez sur cette slide le fait que l'investissement qui a été réalisé dans le domaine de la santé a complètement explosé sur les 2-3 dernières années. Et donc c'est un secteur qui est très actuellement ciblé, prometteur, mais qui pose cette question
est-ce que nous allons vers des grandes tendances de médecine destructrice, comme on dit, ou est-ce que nous restons sur des choses qui vont être plus incrémentales? Alors, je ne vais pas vous abreuver de définitions académiques sur ce qu'est une innovation de rupture. J'ai extrait du journal The Economist cette étude qui date un tout petit peu maintenant, qui était le temps qu'il fallait pour qu'un quart de la population américaine adopte des innovations dites de rupture. Donc, vous voyez que vous avez l'électricité, 46 ans, le téléphone, qui est 35 ans, et puis quand on arrive sur l'iPhone, vous voyez que maintenant on va très vite, c'est 2 ans. Alors ça va très vite, ça va de plus en plus vite, et puis alors je ne résiste pas à la tentation de vous restituer un petit peu l'étude qu'ils avaient faite, c'est-à-dire qu'ils montraient que sur un panel, 98% des personnes regardaient leur smartphone dans les 5 premières minutes après leur réveil. Alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi c'est mon cas, effectivement. Et alors ne me demandez pas comment ils ont fait méthodologiquement, mais ils rapportaient que 25% des personnes regardaient leur smartphone pendant leur activité sexuelle. Donc là, on est bien dans l'innovation de rupture, parce qu'on sait que ça change notre quotidien. Par contre, on peut se poser la question de savoir si on n'est pas avec la santé sur des innovations, disons, plus incrémentales. Vous voyez là ce qui est un schéma classique, qui est le hype cycle de Gartner, qui explique qu'il y a 3 temps dans la diffusion d'une innovation. De l'illusion au départ, alors le terme est un peu péjoratif, mais une expression très positive sur le potentiel de l'innovation. Donc c'est la première courbe, où se situe la majorité des innovations à l'heure actuelle dont on parle, dans le secteur de la santé. Vous avez après une phase de désillusion qui est au moins aussi importante. Si on parle, pour ceux qui sont spécialistes du secteur du dossier médical partagé, je vous rappelle que la phase d'illusion, c'était Philippe Douste de Blazy en 2004 qui annonçait que dans l'année, l'ensemble des Français auraient un dossier médical à leur disposition. Nous sommes en 2022 et péniblement, nous arrivons à la 3e phase de maturation progressive, donc 18 ans après, sur le fait où nous commençons à avoir effectivement l'accès, et je reste prudent là-dessus. Donc là, on se pose la question de savoir comment on va basculer entre les deux. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, je pense qu'un des cas qui est le plus intéressant, c'est le numérique en santé, parce que c'est un cas qui a déjà connu une diffusion sur les 5-10 dernières années. Donc on a déjà un peu de recul par rapport aux innovations, et en même temps, il y a beaucoup de promesses sur les prochaines années. Alors j'ai essayé à nouveau de remplir dans cette slide ce que représente, ce que couvre le numérique en santé. Vous voyez que ça recoupe aussi tout ce qui est données massives et IA, il y a une intersection. Il y a la télémédecine qui est un point clé, qui est tous ces systèmes où il y a un lien entre des patients, leur entourage d'un côté et des professionnels de santé de l'autre. Et puis vous avez une multitude d'innovations qui accompagnent cette démarche. Alors, dans les travaux que nous avons menés ces dernières années, on avait parmi ces travaux essayé de faire un effort de prospective qui date un tout petit peu, c'est 2015-2016, mais qui finalement n'est pas trop démodé encore. On avait identifié 4 grands impacts sur le numérique en santé. Le premier, sur le parcours du patient, donc cette idée que maintenant la prise en charge d'un patient n'est pas seulement hospitalière, mais elle est aussi au niveau de son domicile, dans le rapport avec les soins primaires, les médecins généralistes ou les pharmaciens de ville. Donc on sent bien que ces outils technologiques dans le numérique vont apporter plus de coordination et aussi plus de personnalisation. On sent, deuxième impact, que ça peut jouer sur le patient, mais aussi le citoyen, c'est-à-dire quelqu'un qui est en bonne santé, qui peut devenir plus autonome par rapport au système de santé et devenir plus gestionnaire de son propre capital santé. Sur le métier d'assureur santé, on voit bien aussi que la prévention peut apparaître en complément de l'activité classique d'un assureur qui est la réparation lorsqu'on est malade, la prévention correspondant à 2 phénomènes, c'est-à-dire à la fois sur la médecine prédictive qui peut permettre de connaître mieux le risque, et évidemment le point fondamental pour un assureur de tomber malade, et puis sur la prévention avec par exemple tous les outils connectés, à commencer par les montres, sur le fait qu'on a un comportement qui prévient la survenue de certains risques de maladie. Le 4e est sur la recherche. On voit bien aussi que ça impacte énormément la recherche en santé. Il y a des nouvelles méthodes d'évaluation qui peuvent se mettre en place, notamment avec les données massives, qui sont très très prometteuses à l'heure actuelle. Alors quelques mots sur les 2 premiers, qui sont peut-être les 2 grandes tendances principales. Sur le parcours, on voit que ça joue dans la relation entre professionnels de santé, ça permet des collaborations à distance, avec de la téléexpertise par exemple.
Ça peut être aussi sur le partage de données, donc c'est tout le sujet du dossier médical électronique. Nous avons en France une attitude, et je ne porte pas de jugement de valeur, mais qui est plutôt conservatrice au sens de la protection du caractère privé de la personne par rapport à des pays anglo-saxons, à commencer par les États-Unis, où le partage de la donnée se fait beaucoup plus facilement. Donc là, nous, en France, on est encore en train de discuter sur le fait que la donnée dans le dossier médical puisse être partagée par l'ensemble des professionnels et par le patient. Et vous avez ce petit site qui s'appelle Blue Bottom, qui correspond en fait à une application pour une grande majorité d'Américains, où quand vous appuyez dessus, en tant que patient, vous avez l'accès à toutes vos données médicales, de même tous les professionnels concernés, mais aussi les assureurs. Donc vous voyez bien toutes les conséquences éventuelles qui peuvent exister sur le fait que ce partage s'ouvre aussi par rapport à des assureurs qui vous couvrent pour les risques santé. Donc ça, c'est un premier thème. Vous avez le pendant qui est la relation entre professionnels de santé et patients, où on voit énormément d'innovations, de capteurs, d'outils. Une tendance forte avec ce qu'on appelle la domomédecine, qui est cette idée de truffer de technologie le domicile du patient, de telle manière que, notamment pour les personnes matures, nos seniors, le recours à l'institution soit beaucoup plus discuté et que l'arbitrage soit beaucoup plus en faveur d'un maintien à domicile. Donc là, on voit qu'on a toute une forme d'accompagnement qui se met en place au nom du parcours plus coordonné et personnalisé, avec aussi des suivis à distance où vous avez des infirmières qui peuvent traiter l'information, mais aussi des infirmières virtuelles sous forme de chatbot qui se développent à l'heure actuelle. Sur cette idée du parcours plus coordonné, quelques mots aussi sur le rôle de l'IA qui affirme des pratiques médicales beaucoup plus performantes. Elles aident à la décision, notamment, ça c'est déjà un premier thème sur lequel on sent qu'il y a des outils existants, c'est-à-dire qu'un médecin en temps réel est capable d'avoir, par exemple, une synthèse de la revue de littérature, des réponses aussi plus personnalisées, alors en tout genre, j'en ai listé quelques-unes, avec des contextes parfois un peu paradoxaux et des conclusions qui sont contre-intuitives. Par exemple, en santé mentale, on voit que des avatars, parfois, sont en fait des interlocuteurs beaucoup plus appréciés pour des personnes qui ont des fragilités mentales. Il y a une étude notamment qui a été publiée il y a quelques années qui a montré il y avait deux bras, d'un côté un avatar, de l'autre des psychothérapeutes et des psychiatres. Et la question qui était posée aux patients, c'était de se livrer sur des troubles de la mélancolie pour des patients qui avaient des accès de dépression. Et peut-être d'une manière contre-intuitive, mais en tout cas, on s'est rendu compte que les patients se livrent plus facilement vis-à-vis de l'avatar que vis-à-vis de l'être humain, parce qu'ils considèrent que c'est beaucoup plus neutre comme forme d'échange. Et la santé mentale, actuellement, développe beaucoup d'avatars et d'outils technologiques dans cette philosophie. Voilà, et puis vous avez ce qu'on oublie toujours par rapport à ces technologies, beaucoup aussi de gains sur les inefficiences très simples au niveau du parcours du patient, la traçabilité des frigidaires, que sais-je, ou d'autres outils. C'est pas ce qu'il y a de plus sexy, si vous me permettez l'expression, mais il y a un gain très important à ce niveau-là. Si je dis quelques mots sur la deuxième tendance forte, qui est l'autonomie renforcée, on voit qu'il y a évidemment l'information grand public avec des réseaux, il y a cette idée du patient data-driven, et puis des outils donc d'autogestion, et l'IA qui vient remettre une couche supplémentaire. Alors, je voulais juste montrer le cas de Madame Joly, qui est très emblématique de cette expression de l'autonomie du patient et du citoyen, en l'occurrence, de la citoyenne, et sur le rôle de la médecine prédictive, vous savez, de faire des tests génomiques. Donc, Angelina Joly, en 2012, publie dans New York Times un article qui s'appelle « My Medical Choice », qui commence sur le fait qu'elle est motivée à écrire cet article pour partager son expérience avec des femmes de conditions similaires. Angelina Joly est à risque de cancer du sein des deux côtés maternel et paternel avec les mutations BRCA1 et 2. Elle explique le test génétique qui est quelque chose qui est tout à fait maintenant libre d'accès et payant. Et elle constate qu'elle a 80% de risque de développement de la mutation. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'elle a deux choix dans la mesure préventive et elle fait donc de la décision partagée avec son oncologue.
Elle a soit la possibilité d'un suivi par mammographie régulière, donc vérifier s'il y a un risque de dégradation, ou bien quelque chose de beaucoup plus radical qui est une mastectomie bilatérale, et elle choisit la deuxième option de son fait, et elle l'explique dans l'article. Et elle dit « Je vous restitue d'une manière totalement transparente cette vision pour que des femmes de conditions similaires aient le sentiment qu'elles puissent se prendre en charge dans leur santé. » Et il y a un Angelina Effect qui a été constaté dans l'année suivante. Alors, ça c'est pour vous dresser un panorama dont j'ai bien conscience qu'il n'est pas totalement exhaustif, et j'en viens aux enjeux. Alors, j'utilise le terme usage parce que je pense que c'est vraiment là que se situe la question, c'est un usage effectif et cohérent. Alors, il y a des enjeux technologiques, il ne faut pas évidemment les sous-estimer, ils sont importants sur l'interopérabilité, sur la sécurité, les risques de cyberattaques, l'infrastructure, c'est des sujets clés, il faut continuer à investir là-dedans, mais de mon point de vue, je pense que les enjeux sont beaucoup plus sur des questions organisationnelles à l'heure actuelle sur le numérique en santé et sur l'usage, c'est-à-dire un peu sur l'aval, c'est comment au quotidien on arrive à utiliser ces outils. Alors, il y a l'adoption par les professionnels qui pose des problèmes. Une de mes collègues qui travaille à Harvard, Amy Edmondson, a expliqué une très jolie étude de cas. Le premier patient qui était suspect d'Ebola est arrivé sur le sol américain au centre de réanimation de Houston Hospital Center. Il venait d'acquérir la dernière génération du dossier électronique, donc technologie de pointe, et ils en faisaient une grande publicité. L'infirmière a rempli les 2 informations dans le dossier électronique partagé qui sont totalement significatives, fièvre 41 et provenance du Libéria. Elle a croisé le réanimateur dans l'heure qui suit dans les couloirs, elle n'a pas pensé à lui dire « Attention, tu sais, chambre 1, il y a quelqu'un qui a quand même un risque grave », parce qu'elle pensait que le réanimateur lisait ce dossier électronique, puisqu'il y avait eu beaucoup d'éducation et de sensibilisation sur les 3 mois précédents. Il se trouve que le médecin n'a pas du tout lu ces informations. Le patient a eu le temps, malheureusement, de contaminer les autres patients du service de réanimation avec des conséquences tragiques. Et dans le débriefing, je vais le dire d'une manière beaucoup moins policée que ce que disait ma collègue d'Harvard, c'est que le médecin considérait que toute information produite par une infirmière n'avait pas beaucoup de valeur, au sens, elle n'a pas assez de connaissances médicales pour être prise au sérieux. Et donc, tout cet exemple essaye de vous montrer que vous pouvez mettre les plus beaux outils dans la coordination si les personnes qui sont aux 2 bouts de la chaîne ne s'entendent pas ou décident de ne pas s'entendre pour des jeux de statut ou des jeux de pouvoir, il est bien évident que ça ne marchera pas. Donc il y a des sujets de cette nature qui sont clés. Vous avez aussi un sujet d'infobésité, c'est-à-dire que nous sommes dans des mondes où nous produisons de plus en plus d'informations par ces technologies. Et donc la question, c'est les fonctions de triage et d'écrémage entre tous ces sujets. Des médecins sont totalement asphyxiés par les outils technologiques et rechignent à rentrer en fait dans les changements qui sont proposés simplement pour cette question de traitement de toutes les données qui leur arrivent au quotidien. Vous pouvez avoir le même pendant au niveau des patients. On a un grand discours actuellement sur l'engagement des patients et avec mon collègue Hervé Dumez, on a objectivé quelque chose qui est connu empiriquement, c'est que des patients sont prêts à s'engager sur l'outil technologique, mais il y en a d'autres. Je travaille en oncologie à Gustave Roussy, je peux vous assurer, ils souhaitent, si je puis dire, le modèle paternaliste et le pilotage automatique parce que c'est une source d'angoisse d'avoir de l'information. Et donc, ils rechignent à rentrer aussi dans la télémédecine pour ce biais. Puis vous avez l'impact sur le travail. On a un discours très souvent angélique et positif en faveur de l'être humain quand on introduit la technologie. Ce n'est pas pour le contester, mais parfois on oublie un peu son pendant. J'ai été invité par exemple l'an dernier, j'espère qu'il n'y a pas trop de radiologues dans la salle, mais au congrès de radiologie. Et le thème du congrès, c'était le radiologue augmenté. C'est-à-dire que l'IA, vous savez, commence à avoir une performance supérieure à l'être humain dans le diagnostic notamment de tumeurs, de repérage de tumeurs sur les scanners. Et donc, l'interprétation qui est faite par les radiologues au cours de ce congrès était on va avoir plus de temps. C'est-à-dire que la machine va se substituer à nous pour l'expertise, mais nous, on va avoir du temps libre. Et donc, ils évoquaient comment ils allaient utiliser ce temps libre au sens d'être
mieux d'abord, du bien-être, et puis d'avoir plus de temps avec le patient. Personne n'a évoqué l'idée que ça peut être vu dans un usage beaucoup plus productiviste, où en fait ça va permettre de rentrer beaucoup plus de patients dans l'heure, dans la consultation, qui est un usage dans ce cas-là où le radiologue serait pris d'une manière, je m'excuse, rétrécie et non augmentée. Tout ça pour vous montrer, j'espère qu'ils auront raison, mais pour vous montrer que nous sommes dans des scénarios parfois qui sont un peu trop positifs par rapport à ces aspects-là. Vous pouvez avoir sur des enjeux évaluatifs, je me dépêche, c'est pour ça que j'ai une petite hésitation, je vois que j'ai plus que 4 minutes. Donc sur les enjeux évaluatifs, il me paraît très important de souligner aussi cet aspect, c'est qu'il y a beaucoup d'écarts, de mon point de vue, et dans les travaux que nous menons, entre finalement les annonces. Vous avez beaucoup d'annonces spectaculaires sur l'amélioration de la qualité des soins ou sur les gains d'efficience qui sont probables, mais qu'il faut encore démontrer. Je vous donne cet exemple. Nous travaillons en oncologie sur la télésurveillance, sur le suivi des patients sous thérapie orale. Et en 2022, nous sommes très fiers, nous avons été acceptés dans Nature Medicine pour une démonstration de preuve du fait que la télésurveillance de ces patients améliore la qualité des soins. On prévient notamment les effets de toxicité. On réduit les venues aussi à l'hôpital, ce qui est très important pour le système d'assurance maladie. Et les patients en sont plus contents dans des questionnaires d'expérience. Mais ce que je souhaite souligner, c'est que nous sommes la deuxième preuve de concept en 10 ans seulement sur le sujet en oncologie. Alors que ça paraît parfois totalement évident à tout le monde que c'est un gain, mais ce n'est pas si évident et parfois vous avez des études qui montrent qu'il y a des effets contre-intuitifs. Donc, petit point de vigilance sur cet aspect des choses. Deuxième aspect évaluatif, le passage à l'échelle. C'est un grand sujet. Ce n'est pas parce que vous faites la démonstration de la preuve de concept dans un cadre expérimental précis que vous avez résolu cette reproductibilité sur tous les sites. Vous avez à nouveau des questions d'usage, de configuration organisationnelle. Ce qui est bon à Gustave Roussy n'est pas forcément bon à Curie, et cet exemple n'est pas du tout pris au hasard. Des enjeux éthiques pour terminer. Vous avez évidemment des protections de droits et des lois qui sont en place. Moi, je pense que ça ne suffira pas. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a vu des lois essayant de protéger, par exemple, sur la confidentialité de la donnée, elles ont été contournées et la question des usages revient en fait en force et pose la question d'autres mécanismes pour labelliser d'une certaine façon les usages qui sont vertueux par rapport à des usages qui peuvent être tout à fait négatifs. Vous avez des grandes questions d'inégalité qui se profilent de plus en plus, des inégalités d'abord dans la stigmatisation, c'est-à-dire si on, par exemple, la médecine prédictive définit qu'il y a des différences par ethnie, vous pouvez imaginer les risques d'instrumentalisation politique que ça peut engager, c'est déjà le cas dans certains pays. Dans également la diffusion de l'innovation numérique, je voudrais insister là-dessus. Moi, j'ai la chance de travailler à l'école polytechnique avec Thierry. Je travaille à Gustave Roussy, qui est un centre d'excellence, mais je suis originaire du fin fond du Béarn, et je me demande parfois si la diffusion de l'innovation numérique va être actée avec autant d'intensité dans tous les lieux. Et donc, il y a une inégalité territoriale qui peut exister, et également dans l'emploi du numérique sur la fracture digitale, qui est en train de s'estomper au sens où, que ce soit évidemment, il y a des phénomènes générationnels. Les personnes âgées sont moins en appétence en règle générale de l'outil numérique, mais enfin les générations qui arrivent sont de plus en plus nées avec l'outil. On voit par contre qu'il y a des cumuls de défaveurs, c'est-à-dire qu'on a mené une enquête où quelqu'un qui est en isolement social, dans des zones rurales et âgé, là pour le coup, n'est pas du tout confronté à l'innovation numérique. La transparence des algorithmes, donc ça c'est tout le sujet évidemment de l'explicabilité. La solidarité collective dans la médecine prédictive, c'est un vrai sujet puisque si on commence à avoir une connaissance du risque en amont pour chaque personne, on peut se demander le devenir des systèmes assurantiels comme l'assurance maladie. Moi j'ai un certain âge, donc d'une certaine façon, si on m'annonce que je vais avoir un cancer dans 5 ans, bon, je dirais que c'est triste, mais ça arrive dans les choses qui peuvent exister. Par contre, mon fils qui a 20 ans, si on lui annonce qu'à 50 ans, il aura un cancer du côlon
qu'il a 80% de chance, je pense qu'il sera assez motivé pour cotiser dans un système comme l'assurance maladie. Mais si son meilleur copain, qui a 20 ans aussi, on lui dit « Toi, tu as 10% de chance de développer un cancer colorectal », sera-t-il, malgré toute son amitié pour mon fils, aussi motivé pour participer à un système d'assurance maladie qui mutualise collectivement la solidarité? Donc là, un grand sujet. Et puis aussi le contrôle par les opérateurs numériques, un sujet qui a été entendu régulièrement ces dernières années. Ma chère Claire, j'ai plus que 2 slides, donc j'arrive à la fin. Je me risque un tout petit peu à la prospective quand même. On peut pas s'empêcher de tomber dans le piège, si vous voulez, de dire qu'est-ce que sera la santé dans 10 ans. Et je m'excuse d'emblée de la maladresse. Il faudra, quand la chaire aura 10 ans, qu'on refasse la même séance pour voir. Alors, ce qu'on sent, c'est qu'une prévention peut être plus affirmée. Ça paraît clair que ces outils apportent beaucoup plus pour la prévention. Une offre de soins sur les soins curatifs plus intégrée et personnalisée. L'importance du domicile, ça on sent qu'il y a une grosse tendance, avec notamment le vieillissement des populations, pour armer les domiciles des personnes de technologie et de garantir leur maintien à domicile. Des hôpitaux plus high-tech, en moins grand nombre probablement. C'est un outil qui peut poser, ces outils, ces innovations peuvent conduire à réduire l'offre hospitalière, plus virtuelle, ça existe déjà, il y a des exemples qui sont cités. De la même façon, des médecins en moins grand nombre, on ne pose pas la question dans ces termes aussi directs, mais pour les radiologues, pour les anatomopathologiste par exemple, la question peut se poser dès maintenant. Des patients, face à des patients plus autonomes, des pharmaciens d'officine aussi qui peuvent jouer sans doute leur rôle d'expert d'une manière beaucoup plus manifeste, des suivis à distance avec un intérêt notamment dans les zones rurales, une production plus automatisée et une couverture assurantielle différente qui est du service personnalisé à la réparation, c'est-à-dire qui intègre toute la phase de prévention. Et pour terminer donc sur Tech for Change en santé, distinguer la lame de fond de l'écume. Moi, je reste toujours partagé entre deux auteurs. Eric Topol, que je vous conseille de lire si vous êtes intéressé sur le sujet, qui tous les 3 ans produit un livre. Le premier a été en 2012 sur The Creative Destruction of Medicine, donc une vision très progressiste, plutôt en faveur de la lame de fond. Et puis Montesquieu, je vous laisse lire l'adage de Montesquieu, mais qui grosso modo expliquait que tout ce qui est annoncé n'arrive pas comme on le prévoit. Et donc, il faut prendre tout mon propos d'une manière très relative. Je vous remercie. D'un cas concret que vous développez au sein d'Assosystème, le jumeau virtuel, le jumeau numérique. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci pour... je m'inscris... je retrouve vraiment l'analyse qu'on fait dans les propos que vous avez tenus, Étienne. Donc, c'est vrai que le domaine est passionnant et je pensais, dans l'introduction de la chaire qui a été faite, on parlait des enjeux et des missions pour des étudiants de l'école polytechnique, donc je ne peux pas m'empêcher de rebondir. Moi, j'ai choisi de me spécialiser en santé quand je suis rentrée à l'école polytechnique. Pourquoi ? Parce que c'est à la fois des sciences qui bougent extrêmement vite, donc une vraie motivation intellectuelle, et en même temps des applications à la vie quotidienne au travers de la médecine qui parlent au cœur. Et d'ailleurs, vous allez voir un jumeau numérique du cœur un peu plus tard. Alors pourquoi Dassault Systèmes ? Et peut-être quelques mots sur nous. C'est pas Dassault Aviation. Dassault Systèmes, c'est une spin-off de Dassault Aviation. Il y a 40 ans, une équipe d'ingénieurs a fait le modèle 3D d'une aile d'avion. Et Marcel Dassault a compris toute la valeur qu'avait ce modèle 3D, bien au-delà de l'aviation, bien au-delà de Dassault Aviation et même de l'aviation et de l'aéronautique. Et donc, notre croyance forte depuis 40 ans chez Dassault Systèmes, c'est que les mondes virtuels permettent d'étendre et d'améliorer le monde réel. Pour 2 raisons, en fait. La première, elle est évidente. Si vous pouvez anticiper l'impact d'un produit avant de le produire, alors vous pouvez l'optimiser et gagner du temps. Ça, c'est évident et je vais y revenir. Le deuxième est parfois un peu plus difficile à imaginer, c'est quand vous collaborez ensemble autour d'une représentation d'un sujet, alors vous allez être capable d'imaginer différemment et de collaborer de manière beaucoup plus efficace. Donc c'est comment est-ce qu'on représente l'invisible et comment on partage ces représentations pour ensuite innover.
Et donc, ce que je viens de dire, évidemment, s'applique à la santé, mais Dassault Systèmes y est rentré récemment. Donc, quelques exemples, qu'est-ce qu'on peut prendre dans d'autres industries ? Je vous disais tout à l'heure, les mondes virtuels permettent d'améliorer le monde réel. Ben là, sur cette image, on a le crash test d'une voiture et on voit quand elle se prend un mur, comment est-ce que toute la structure va être déformée. Ça a l'air évident, ça date de 2006. En fait, tout mon propos est là, le jumeau numérique du corps humain, et ben, il vise à faire la même chose, mais pour le corps humain. Et donc, c'était évident pour les automobiles, mais il faut avoir en tête un chiffre. Il faut que je revienne en arrière. Aujourd'hui, les crash tests virtuels sont vraiment utilisés en routine dans l'automobile et permettent d'anticiper les impacts quand on développe une nouvelle voiture. Vous avez le chiffre qui sera dans la diapositive d'après, mais 99% des crash tests sont faits de manière virtuelle. À la fin, on envoie une vraie voiture contre un vrai mur, mais la plupart des travaux sont faits de manière virtuelle. Le deuxième exemple en dessous, c'est l'Airbus. Et là, il fait écho à la notion de collaboration. Un programme d'avion, c'est un programme gigantesque où vous faites collaborer des centaines d'ingénieurs de différentes disciplines. Mais il faut savoir qu'il y a 40 ans, quand on était dans un programme aéronautique, on embauchait des mathématiciens qui avaient fait beaucoup de géométrie dans l'espace, parce que quand ils voyaient le plan 2D d'un avion, il fallait qu'ils puissent imaginer l'avion en 3D dans leur tête. Évidemment, pour poser des questions, faire des évolutions de plans et les croiser avec des collègues, c'est pas très facile. Donc quand on met à disposition une maquette numérique, un jumeau virtuel de l'avion, alors on rend vraiment possible cette collaboration. Et sur des programmes où les différentes pièces de l'avion sont construites à différents endroits, c'est clé. J'en viens alors à la question, qu'est-ce qu'on peut faire en santé ? Est-ce que c'est possible d'avoir le même type de raisonnement, celui qu'on a démontré ces 40 dernières années dans l'automobile, dans l'aéronautique, pour la santé ? Alors évidemment, autour de nous, beaucoup de gens disaient non, c'est pas possible, le corps humain est beaucoup plus complexe, il est d'un seul tenant, il est personnalisé par essence. Enfin, c'est extrêmement complexe. De fait, évidemment, c'est complexe, mais je vais vous montrer des raisons de croire que c'est possible et que le jumeau numérique du corps humain est déjà à disposition des praticiens, des patients, des industriels qui travaillent dans le domaine de la santé, qu'évidemment, on n'en est qu'au début, mais que ça a la promesse de vraiment transformer les usages. Et donc, je vais vous parler d'abord de la première preuve de concept qu'on a fait chez Dassault Systèmes. Alors, de manière très importante, j'ai dit que c'était un sujet complexe, donc on n'a pas travaillé seul. Tout à l'heure, j'ai positionné le jumeau numérique comme un référentiel qui va être créé par un certain nombre de gens qui travaillent sur un sujet pour mettre en commun leurs connaissances et leur savoir-faire. C'est exactement ce qu'on a fait avec le cœur. Aujourd'hui, on collabore avec une centaine d'organisations dans le monde, des fabricants de dispositifs médicaux, des cardiologues, des chirurgiens cardiaques, des cardiologues interventionnels, des régulateurs, la FDA fait partie du groupe, des chercheurs académiques, pour mettre en commun les connaissances autour du cœur, pour produire un modèle qui soit suffisamment robuste pour pouvoir tester des prédictions. Donc on a commencé par le structurel. Le cœur, c'est quoi ? C'est une géométrie. Ce structurel, il vient de l'imagerie. À partir de l'image, on est capable de reconstruire la forme géométrique et puis l'orientation des fibres du cœur. Ensuite, sur la droite, vous voyez, le cœur, c'est une pompe. C'est une pompe qui est actionnée par des signaux électriques, donc de manière électrophysiologique, on va paramétrer le jumeau numérique du cœur pour qu'il soit capable de répondre à des signaux électriques et de faire ce travail de pompe. Il pompe quoi ? Il pompe un liquide, le sang, donc il y a tout un comportement hémodynamique à reproduire. Et donc on a vraiment eu une approche multidiscipline pour que ce jumeau soit suffisamment robuste pour pouvoir lui poser des questions. Les premières questions qu'on a posées, nos clients étant les industries de santé, c'était est-ce qu'on est capable de mieux concevoir des dispositifs médicaux, des stents, des valves, et de mieux anticiper comment elles vont interagir avec l'organe du cœur. Quelque part, c'est à la fois le jumeau numérique du dispositif médical, mais aussi le jumeau numérique de son réceptacle, en l'occurrence le cœur. Et donc, ce jumeau numérique, il a été développé entre 2014 et 2018. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de cas d'usage, évidemment avec des fabricants de dispositifs médicaux, mais on commence aussi à avoir l'utilisation par des médecins. Par exemple, l'hôpital pédiatrique de Boston, donc le Boston Children's Hospital, quand il doit intervenir sur des malformations congénitales de l'enfant, va prendre l'image du cœur de l'enfant et puis regarder comment il va intervenir pour réparer le cœur, puisque la tuyauterie, entre guillemets, n'est pas conforme. Et donc, ils vont pouvoir tester différentes hypothèses, différentes modalités d'intervention pour retenir la meilleure pour l'enfant. On a aussi un partenariat avec l'agence qui réglemente les autorisations de marché pour les médicaments et les dispositifs médicaux, donc la FDA, pour aller plus loin dans la conception d'un dispositif médical et démontrer qu'on peut faire l'essai clinique in silico, je dirais le crash test du dispositif médical dans un jumeau numérique du cœur plutôt que de le faire sur des vrais patients dans un essai clinique conventionnel.
Alors, quelques cas d'usage. Là, j'ai été un peu longue sur le cœur parce que c'est notre première preuve de concept. J'ai envie de dire, si on réfléchit maintenant aux différents usages qu'on peut faire du jumeau numérique, je les ai positionnés dans 2 grandes colonnes. La première, c'est comment est-ce que je vais favoriser l'innovation thérapeutique. Aujourd'hui, ce sont les clients de Dassault Systèmes, les industries de santé. On a plus de 8000 clients dans le monde. Ça représente 20% de notre chiffre d'affaires, donc 1 milliard d'euros. Et donc, je vais les commenter rapidement. Puis après, on ira sur un centrage plus patient et praticien parce que ça me semblait plus l'objet de la chaire. Et je développerai un petit peu plus 2 exemples. Donc rapidement, sur l'innovation thérapeutique. Au milieu, vous reconnaissez l'innovation dans le dispositif médical, j'y reviens pas. On peut avoir une approche multi-échelle et zoomée. Je reprends l'exemple du cœur. Aujourd'hui, on est capable de modéliser ce qui se passe au niveau moléculaire quand les cellules du cœur s'ouvrent et se referment au niveau des canaux ioniques. Et on est capable de reproduire des phénomènes de torsade de pointe causés par des médicaments. Vous savez que beaucoup des médicaments ont comme effet secondaire le fait d'être cardiotoxiques. Et donc, on est capable de reproduire ces effets. Donc, on peut accompagner nos clients pour développer des nouveaux candidats médicaments. Et puis en haut, je vous montre une variation plutôt orientée médicaments de l'essai clinique in silico. Ça s'appelle les bras synthétiques de contrôle. En quelques mots, l'idée, c'est qu'un médicament, quand on le teste, on va le comparer contre le traitement standard. Ce traitement standard, il a lui-même fait l'objet d'essais cliniques par le passé. Et donc, si on a une approche statistique robuste, au lieu d'avoir 2 bras de patients, on peut, pour le bras contrôle, aller récupérer les données des essais cliniques précédents. Ça permet de diviser par 2 le nombre de patients ou d'accélérer... de réduire de moitié le temps qu'on va passer sur un essai clinique. Aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de clients qui font ça avec nous et normalement une annonce d'approbation de mise sur le marché dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Sur la droite, je passe sur les cas d'usage qui sont plus autour du soin et centré patient. Quelque part, là, le jumeau numérique, on va s'appuyer sur le fait qu'on a une bonne compréhension du jumeau numérique du patient. Donc c'est ce qu'il y a au milieu et que je détaillerai un peu plus. Mais je voulais juste amorcer l'idée que ce jumeau numérique du patient, il n'est pas suffisant parce que le soin, il va être administré dans un environnement particulier, l'hôpital ou les soins à domicile. Et donc un hôpital, c'est quelque part, c'est une industrie avec un flux de patients et un flux d'interventions à faire sur des patients. Et si on sait faire le jumeau numérique de l'hôpital, alors on sait d'un point de vue logistique aider à optimiser la délivrance des soins, que ce soit sur le plan organisationnel, mais même en termes de performance. Si je mets les bonnes personnes au bon moment autour du parcours du patient, alors je sais améliorer l'état de santé du patient. Et puis on peut prendre une approche plus populationnelle. Un système de santé, c'est un modèle économique et ça ne se modélise pas forcément en 3D, mais je n'ai pas dit que le jumeau numérique devait forcément être en 3D. Et donc le fait d'avoir une approche populationnelle par la modélisation peut aussi permettre de résoudre des questions de santé. Et donc c'est vraiment l'imbrication de ces différentes échelles et de ces différents modèles qui, pour nous, permettra de maximiser notre contribution à la transformation du système de santé. Et donc, je vous ai beaucoup parlé du cœur. J'ai choisi de prendre 2 exemples qui n'étaient pas le cœur, pour terminer. D'abord, un exemple autour du cerveau. Donc là, c'est un RHU, donc un programme de recherche hospitalo-universitaire qu'on a avec l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille et d'autres hôpitaux en France, qui s'appelle Epinov. La question qu'on a posée, c'est est-ce qu'on est capable de créer le jumeau numérique du cerveau d'un patient pour aider à prédire les zones qu'il faut enlever par chirurgie pour les patients qui font de l'épilepsie réfractaire à un traitement médicamenteux. Donc ces patients-là, comme ils ne répondent pas au traitement, on est obligé de leur enlever une zone du cerveau. Et la question, c'est quelle est la zone qui déclenche la crise, mais comment je fais pour enlever le minimum possible pour éviter les effets secondaires. Et donc pour faire ça, on prend l'imagerie d'un patient et on va d'abord, juste d'un point de vue reconstruction 3D, pouvoir mapper une cartographie, un atlas, qui montre les différentes zones et l'aire de la mémoire, l'aire du langage, etc. Donc c'est ce que vous voyez sur la gauche, les aires fonctionnelles. Au milieu, à partir de l'IRM, on est capable de faire les tractographies, donc c'est regarder comment est-ce que les fibres de matière blanche sont connectées les unes avec les autres, ce qui fait que quand on va toucher à une fibre, on sait quel va être le réseau qui va être impacté. Et sur la droite, on va avoir une approche plus neurodynamique. Là, on va faire des électroencéphalogrammes aux patients et on va suivre la propagation du signal. De la même façon, ça va permettre de remonter à la zone qui déclenche la crise et ça va permettre d'être capable de tracer comment cette zone va impacter les autres. Une fois qu'on l'a enlevé, quelles sont les autres zones qui vont être touchées. Et donc, on a un essai clinique en cours pour positionner le jumeau numérique du cerveau comme un outil d'aide à la décision dans la chirurgie, dans ce cas d'usage. Et l'autre, pour terminer, je voulais ouvrir sur l'éducation du patient. On parlait prévention, et pour une image, on dit souvent une image vaut des milliers de mots.
Et donc, quand on veut avoir un patient autonome, et c'est une tendance de fond dans la société, en même temps on parle d'infobésité, c'est Étienne qui utilisait ce mot qui est très vrai, comment est-ce qu'on est capable de mettre des mots en perspective et donc de les voir de manière contextualisée? Pour nous, on pense que le jumeau numérique permet d'avoir cette approche parce qu'au lieu d'avoir des mots à plat, ce plan 2D de l'avion qu'il faut voir en 3D dans sa tête si on est suffisamment fort en maths, et bien là, le jumeau numérique permet de montrer simplement à des patients pour leur éducation ce qui va se passer. Donc à gauche, on a la manière dont on peut utiliser un défibrillateur portatif. Vous en voyez partout, il doit y en avoir un dans cette salle, si jamais quelqu'un fait un arrêt cardiaque. Et sur la droite, c'est assez beau, c'est le jumeau numérique d'une femme enceinte et de l'accouchement. Donc on voit comment est-ce que le bébé va se présenter, comment est-ce que la tête va passer, comment est-ce que ça va se positionner par rapport aux os du bassin, et puis comment est-ce qu'après il y a une rotation d'un quart de tour pour passer les épaules. Et donc ça permet à la femme enceinte de comprendre ce qui va se passer ensuite au moment de l'accouchement. J'ai insisté sur la pédagogie pour le patient, mais on peut évidemment avoir des cas d'usage de ce jumeau numérique pour la formation des professionnels de santé. Quand j'étais à la GEPS, j'avais la direction administrative de l'école de chirurgie. Il y a des dons du corps, on travaille sur des cadavres, mais le fait de pouvoir avoir accès au jumeau numérique d'un patient pour comprendre l'anatomie en 3D et tester des scénarios est évidemment bienvenu. Pour conclure, je voudrais revenir sur pourquoi on fait tout ça. Parce que quelque part, le jumeau numérique, c'est une technologie de pointe, c'est extrêmement visuel, mais pourquoi ? Pour nous, très clairement parce qu'il existe encore d'énormes besoins non couverts, des besoins médicaux qui conduisent à 1,7 milliard d'années de vie perdues, soit par mortalité ou par handicap, parce qu'il y a des problèmes évidents d'accès aux soins. Aujourd'hui, seulement 50% de la population partout dans le monde a accès à un panier de soins essentiels. Et parce que la croissance des coûts du système de santé est juste non soutenable. Aujourd'hui, c'est 10 à 12% du PIB dans les pays développés. La croissance est 2 fois plus rapide que celle du PIB. Donc c'est pas soutenable. Et on veut pouvoir soigner non seulement nous, mais votre fils dont vous parliez tout à l'heure, et puis les enfants de vos enfants. Et donc, notre credo, notre conviction, c'est que le jumeau numérique du corps humain peut être un catalyseur, un vecteur de pratiques médicales d'excellence et servir à diffuser les bonnes pratiques médicales de manière beaucoup plus rapide et robuste dans le monde. Merci pour votre attention. Okay. Donc c'est le moment des questions. On a encore un petit peu de temps pour cela, donc n'hésitez pas. Bonjour, merci beaucoup à vous deux pour vos présentations vraiment super passionnantes. J'ai une question autour de l'explicabilité des algorithmes, qui est peut-être un peu niche, mais je trouve que dans la santé, surtout, c'est super important. Et j'aimerais bien savoir, Étienne, parce que c'était votre présentation, mais aussi, vous deux, si vous voulez intervenir, quel est le statut actuel de l'explicabilité des algos et la transparence des algos dans le secteur de santé aujourd'hui en France? Ça, je suis très, très curieuse, surtout le contexte français. Voilà. De vous répondre sur ce qui se passe partout, mais la tendance générale, c'est quand même que sur ces algos, on publie beaucoup, on fait beaucoup d'expérimentations, mais ils ne sont pas dans les soins courants. Évidemment, il faut apporter un peu de nuance par rapport à mon propos, mais on en est encore à faire des expérimentations locales, et justement par rapport à cette question de l'explicabilité, parce que vous imaginez bien que c'est un secteur où les conséquences sont quand même très importantes, et donc l'explicabilité est importante pour comprendre s'il y a un pépin, évidemment tout le raisonnement de l'algorithme. Donc vous avez des études, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, il y a certainement des mathématiciens dans la salle qui pourraient en parler mieux que moi, mais qui essayent d'appliquer des méthodes mathématiques pour reconstituer le cheminement de l'algorithme dans sa définition. Et puis après, ça me permet, parce que le temps étant contraint, je n'ai pas pu tout dire, mais il y a aussi un sujet qui est éthique. Il y a un très bel article de Bonnefond dans Science sur le véhicule automatique en 2016, et qui expliquait
Au fond, comment on va répartir le risque de mort? C'est-à-dire qu'il y a moins de morts avec la voiture automatique qu'avec la voiture actuelle, mais est-ce qu'on programme l'algo pour tuer plus fréquemment le conducteur, le passager ou le piéton? Grande question quand même. Et on peut se poser aussi l'analogie pour la médecine, c'est-à-dire de savoir où est-ce qu'on situe le curseur. Donc on est quand même sur des sujets où, à ma connaissance, on n'a vraiment pas encore résolu toutes ces questions en soins courants. Et c'est sans doute un frein sur des algos qui seraient sur des situations de prise en charge un peu automatisées. C'est-à-dire que ça va quand c'est du dépistage d'imagerie comme les scanners où vous avez l'expertise humaine qui peut faire de la concordance. On peut faire des tests de concordance et il y a un feedback humain en fait qui permet de vérifier. Mais par contre, quand c'est sur des sujets qui pourraient impacter le risque de morbimortalité, je pense qu'on n'y est pas. Bonjour, je vais vous poser une question qui est peut-être légèrement à côté, mais je vois plein d'évolutions technologiques et je sais pas, j'ai toujours fait le parallèle entre la médecine qui était un petit peu, on pourrait faire l'analogie avec une maintenance, c'est-à-dire qu'on essaie, quand il y a un problème, de réparer et de revenir à un certain niveau. Et donc là, de ce que je comprends, on est capable de plus en plus de faire de la prédiction de ce qui va arriver, etc. Mais dans ma tête, ça reste encore un petit peu le paradigme de la maintenance, c'est-à-dire que au mieux, on revient au niveau, je dirais, de base. Et finalement, avec les outils que vous proposez et les évolutions qu'on peut imaginer, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un jour qu'on développe la santé, qu'on aille sur un niveau de meilleure santé, une trajectoire, en fait, que l'hôpital ne soit pas juste un garage, entre guillemets, pour réparer, mais que finalement, on améliore notre santé, notre bien-être, etc., quoi. C'est une excellente question qui est au cœur, à mon avis, de la chaire. Et donc, pour vous dire qu'il n'y a pas de gêne par rapport à ce que vous évoquiez, au contraire, je pense que c'est une très bonne question. J'y réagirai sur 2 points. Il y a une tendance forte actuellement sur la santé qui est de dire beaucoup des déterminants pour améliorer la santé sont en dehors du système de soins. C'est-à-dire que ce n'est pas les hôpitaux, ce n'est pas les médecins où il y a le plus de gains, mais c'est sur l'amélioration des logements, les zones polluées, et des formes d'hygiène publique à développer. Donc ça, il y a une grande tendance, et vous avez peut-être entendu cette expression de One Health qui est en train de sortir de plus en plus, qui est de dire l'homme doit être de plus en plus en lien avec son environnement dans le raisonnement pour sa santé. Donc ça, c'est la première chose pour dire qu'on est sur la notion de santé et de bien-être, parce que c'est une des grandes difficultés, et je pense que c'est un piège, c'est qu'on demande en fait au nom maintenant de la santé, un état de bien-être psychologique et physique. Ce qui est très compliqué, parce que c'est la définition de l'OMS. Mais vous voyez bien que s'assurer que quelqu'un est en bonne santé, c'est déjà compliqué. Mais alors s'assurer que quelqu'un a un bien-être parfait, physique et mental, c'est un exercice assez redoutable. Pour terminer sur la prévention, oui, c'est la grande tendance. Je vous donne un exemple précis, c'est ce que j'ai essayé de formuler tout à l'heure, c'est que ces outils apportent une connaissance du risque en amont de la survenue de la maladie, soit par la médecine prédictive, soit par un comportement dit à risque. C'est-à-dire que quand, tout simplement, on prend la montre connectée, qu'on compte le nombre de pas ou les calories, on essaye de prévenir le risque cardiovasculaire et toutes ces maladies, hypertension et autres. Bon, je vous donne un exemple concret pour terminer. À Gustave Roussy, on a un programme qui s'appelle Interception. C'est pour aller dans le sens de ce que vous évoquez, donc pour montrer qu'il y a déjà des éléments de réalité, des personnes qui sont à risque familiaux de développement de cancer peuvent venir pour une consultation pour faire tous les tests génomiques correspondants pour savoir s'il y a un risque de survenue, mais à distance, c'est-à-dire dans 20, 30 ans, et de mettre en place un programme de suivi en conséquence. C'est-à-dire vous avez 3 niveaux, haut niveau de risque, moyen et faible. Si vous êtes à haut niveau de risque, ça veut dire que vous avez une surveillance qui est plus rapprochée tous les ans, parce que quand vous avez 20 ans, 25 ans, c'est pas non plus quelque chose qui est
évidemment rapprochée, mais vous avez quand même une surveillance qui va anticiper d'une certaine façon le risque de survenue et qui va vous permettre de retarder la survenue de la maladie. Le problème, et je termine là-dessus, c'est que ça pose des questions évidemment au modèle assurantiel, parce que jusqu'où on va pour assurer le remboursement de tous ces actes préventifs. Je vous parlais tout à l'heure d'Angelina Jolie. La mastectomie qu'elle a réalisée, elle l'a fait sur ses propres deniers. Je pense qu'elle n'a pas trop de problème pour le faire. Mais évidemment, au niveau d'une population, ça pose un vrai problème assurantiel si on va dans cette direction. Quelques mots pour compléter. Pardon, il faut que j'ai... Oui, c'est bien ça. Le micro, on coupe le micro de son voisin quand on l'allume, comme ça on risque pas de se couper la parole. C'est vachement bien. Et comme vous avez déjà dit beaucoup, Étienne, peut-être un mot. Il y a une session sur le métaverse tout à l'heure et souvent on nous pose la question chez Dassault Systèmes, mais alors le métaverse, vous êtes dedans ou pas? Mais on a un parti pris qui est vraiment d'utiliser le métaverse, donc les univers virtuels, mais pour une application au réel, au concret. Donc on ne va pas être sur une approche augmentée, mais vraiment plutôt sur une approche de prévention et de mise en contexte, de compréhension d'un contexte pour faire de la prévention ou du soin. Oui. Laurent Stéphanie, Accenture. Du coup, j'avais une question qui allait dans le sens de votre deuxième réponse, qui était sur les modèles de jumeaux numériques. À quel point et où en est-on sur l'ajustement de ces modèles par rapport à des patients spécifiques, aux scanners qu'on peut réaliser, et par rapport à... Est-ce que ce sont des modèles génériques ou c'est des modèles qui sont semi-adaptables ou adaptables par rapport à un patient donné? Donc là, on est sur l'évolution des technologies. On disait tout à l'heure que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus difficile, mais on y travaille. Donc aujourd'hui, pour le cœur dont j'ai parlé tout à l'heure, on est capable, en 1 ou 2 journées de travail, de prendre l'imagerie, donc un CT scan, et de prendre votre imagerie et d'en faire un modèle personnalisé. On peut s'appuyer sur des technologies d'intelligence artificielle pour gagner du temps et optimiser, parce que c'est de la reconnaissance d'images et de patterns. Donc, en gros, le champ de la recherche est orienté là-dessus pour accélérer les reconstitutions de jumeaux numériques personnalisés. Merci pour cette présentation, Delphine Prieur de la PHP. Je voulais savoir justement quel était le business model un peu de ce type de nouveaux dispositifs médicaux et la façon dont est acté actuellement le remboursement. Est-ce que c'est en lien avec les mutuelles? Est-ce que c'est en lien directement avec les services hospitaliers? Voilà. Qui s'engage dans ce type de dépenses et comment actuellement ça se constitue? Sur les dispositifs médicaux, hein, vous posez la question, on est d'accord? Le logiciel de simulation, à partir du moment où c'est une aide à la prise en charge du patient, c'est un dispositif médical en soi. Et donc, du coup, je voulais savoir un petit peu comment actuellement... Vous parlez excusez-moi de demander, parce qu'il y a pas mal de stratégies de remboursement. Vous parlez du logiciel de... Oui, là, je pense particulièrement au logiciel de Dassault Systèmes. Donc, tout ce qui va... c'est pour à partir du moment où on se lance dans la simulation et donc, du coup, l'aide à la prise en charge. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs business models qui sont à l'étude. Ce qui est clair, c'est que dès lors qu'il va y avoir un impact sur la prise en charge du patient, c'est considéré comme un software as a medical device, donc dispositif médical logiciel. Et donc, pour être remboursé, vous allez avoir besoin de démontrer une efficacité clinique et passer par les procédures de remboursement dans le pays considéré. Aujourd'hui, Dassault Systèmes, on est plus sur des projets de recherche où on développe des preuves de concept avec des partenaires, mais c'est clairement des sujets sur lesquels on travaille parce que de fait, ça va être clé pour la diffusion dans les pratiques de soins. Et je peux juste rajouter d'une manière générale sur dispositif médical, c'est qu'il y a du remboursement, comme vous le savez, sur téléexpertise et qui arrive aussi sur télésurveillance, donc en tant que dispositif médical, mais avec quand même un point limite, ce sont des outils qui n'embarquent pas d'algorithme automatique de traitement de la donnée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'IA en fait actuellement dans les outils de dispositifs médicaux qui sont remboursés.
Bonjour, Charles Baroud, d'École Polytechnique. J'ai une question un petit peu peut-être philosophique. Il y a une génération, pour améliorer la médecine, il fallait faire de la science, étudier la biologie, former des médecins. Si on vous écoute, on a l'impression que ce n'est plus vraiment nécessaire. Maintenant, il faut développer des algorithmes, des ordinateurs, des capteurs. Est-ce que, enfin, je caricature, mais est-ce que c'est vrai que les avancées vont se passer plus par la technologie, ou bien est-ce que vous pensez qu'il y a encore une forte interaction à avoir entre les sciences fondamentales et ces outils? C'est une excellente question, et il y a une jeune polytechnicienne qui a réalisé l'an dernier un travail sur le rapprochement entre les professions de santé et le monde de l'ingénierie, pour justement essayer de comprendre les interactions qui peuvent exister. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a notamment les data analystes qui tiennent un rôle de plus en plus important, mais pas que, et que le dialogue doit être très important, doit être renforcé entre professionnels de santé, médecins, mais pas seulement, pharmaciens, infirmiers et autres d'un côté, et tout le monde de l'ingénierie. La question que ça pose, c'est de savoir quelle formation on peut mettre en place dans ce cas-là. Le sentiment qui sortait en tout cas de ce rapport, en regardant sur une cartographie sur ce qui se passe dans d'autres pays, c'est plutôt des certificats, c'est-à-dire que c'est plutôt de la sensibilisation croisée, c'est-à-dire que de faire une double formation, c'est-à-dire polytechnique plus médecine. Oui, il y en a, mais c'est des parcours très très longs et qui sont difficiles à industrialiser probablement. Par contre, d'avoir un data analyst, par exemple, qui fait 2 ans de médecine pour apprendre les fondamentaux, et des médecins en 2e année, des étudiants qui font 2 ans un cycle d'ingénierie à l'école polytechnique ou ailleurs, ça paraît quelque chose qui est assez envisageable et qui est déjà développé dans certaines écoles en France et aux États-Unis. Le MIT, par exemple, le fait déjà depuis 5 ans. Peut-être 2 mots en complément. Le premier, c'est que pour moi, les sciences dures, les sciences, la biologie, les mathématiques, ça forge une manière de penser. Et je pense que cette manière de raisonner, ce raisonnement analytique, il reste clé pour des professions médicales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le point avec les sciences humaines. De plus en plus, un médecin, ça va être un coach pour les patients qu'il va rencontrer, et donc être capable non seulement de poser le bon jugement sur la pathologie, potentiellement assisté par la technologie, mais aussi d'être capable de le dire avec empathie et d'accompagner le patient, va être clé. Bonjour, merci beaucoup pour ces 2 présentations fort intéressantes. Moi, j'aimerais revenir un peu, mais peut-être généraliser un peu sur la question qui a été posée autour des modèles d'affaires. À la fin de votre présentation, vous disiez que les dépenses de santé étaient multipliées, je ne sais plus, mais augmentées très fortement par du PIB. Est-ce que l'inclusion de toutes ces technologies, parce qu'on se dit quand même que, on a quand même l'idée que les hôpitaux coûtent aujourd'hui plus cher et doivent donc être un peu réorganisés parce qu'il y a des scanners et des choses comme ça, des technologies de plus en plus coûteuses. Est-ce que ces solutions ne vont pas dans un sens d'encore plus de technologie et donc du coup encore plus de coûts, sans doute plutôt des coûts d'investissement plutôt que des coûts d'exploitation? Alors, quelques repères, oui, ça croît 2 fois plus vite que le PIB, en fait, à peu près plus 4% versus plus 2% par an. Pour moi, on va aller vers des centres hospitaliers moins nombreux, mais plus spécialisés. Et la technologie, si elle permet de lever des goulots d'étranglement ou de changer la manière de transformer la pratique médicale, peut vraiment permettre de fluidifier le fonctionnement hospitalier ou des structures de soins libérales d'ailleurs. À l'hôpital, la première cause de dépense, c'est la masse salariale aujourd'hui. Et donc, quand on agit seulement sur les effectifs sans toucher à l'organisation de l'hôpital, on tombe assez vite sur le fait de mettre des coups de rabot tous les ans. Je l'ai vécu à l'assistance publique, c'est vraiment loin d'être optimal. Donc, l'idée, c'est que la technologie peut vous aider à transformer l'organisation hospitalière et donc rendre le système plus efficace. Et ça se démontre, ça s'étudie avec des modèles médico-économiques.
Moi, je dirais que sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec Claire. Le problème, c'est le courage et les jeux de pouvoir. C'est-à-dire que effectivement, il y a des spécialités qui peuvent être externalisées des hôpitaux dès à présent. Je vais citer par exemple la diabéto ou la gastro-entéro. On pense que ça pourrait être de plus en plus de l'ambulatoire. Le seul problème, c'est qu'on touche à des questions de pouvoir et de territoire, parce que vous pouvez demander à des chefs de service et à des spécialités entières d'accepter l'idée qu'elles ne sont plus dans le modèle universitaire hospitalier. C'est pas quand même quelque chose de si simple. Donc je mets un peu les pieds dans le plat là-dessus, mais parce qu'on sent bien qu'il y a quand même un sujet, que ce soit au niveau des hôpitaux ou même des médecins dans le futur. On parle beaucoup de problèmes de démographie médicale. Ce que je vous dis n'est pas du tout une coquetterie intellectuelle. Du temps d'Obama, il y avait déjà des raisonnements sur le rôle de la technologie pour répondre à des problèmes de démographie médicale. C'est une variable un facteur qui est de plus en plus pris en compte. Le deuxième point, pour être rapide, mais c'est que, encore une fois, entre l'annonce et ce qu'on constate sur le terrain, moi, je suis très frappé quand même dans les expériences qu'on mène modestement en oncologie. Il y a un écart. C'est-à-dire que si je prends mon cas, la télésurveillance pour la thérapie orale, on a réussi tant bien que mal sur 6 ans à démontrer qu'il y avait une économie d'1 journée et demie d'hospitalisation par patient, ce qui est beaucoup. Donc les patients viennent moins, mais le problème, c'est que c'est lié à l'appli, mais c'est lié aussi au traitement de l'info par les infirmières de coordination. Et donc c'est le comportement humain dans le traitement de l'information qui fait la valeur ajoutée. Alors ça rentabilise ce comportement humain, mais c'était pas là qu'on l'attendait. C'est-à-dire que c'était pas l'équation simple, on met l'appli et on va économiser 1,5 jours d'hospice. On met l'appli plus les infirmières de coordination et le raisonnement organisationnel qui suit. Et donc c'est plus complexe que ce qu'on veut bien dire au départ en règle générale. Et donc ça ouvre à des travaux de recherche en gestion, je pense, en nombre sur ces sujets.